Bienvenue à tous. Le débat du jour, la réforme au niveau de l'enseignement supérieur au Bénin est effective. Le décret portant statut type des universités publiques du Bénin a été pris en Conseil des ministres il y a quelques jours. On retient qu'il n'y aura plus d'élection de recteur dans les universités publiques du Bénin. Le recteur désormais nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 3 ans sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il peut être de nationalité étrangère. On retient également d'autres points d'innovation dans ces réformes. La création d'un organe national de contrôle et d'éthique, sans oublier également, bien sûr, la mise en place d'un conseil d'administration de l'université et un fonds pour le financement de l'enseignement supérieur. Ce sont juste quelques points soulevés, apportés par ces réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Quelle est la position de l'intersyndicale des enseignants des universités par rapport donc à ces réformes? Nous allons donc en parler autour du thème problématique des réformes des universités nationales du Bénin, satisfecit ou objection des enseignants. C'est avec le professeur Chrysal Kenoucon, représentant de l'intersyndicale. Il est secrétaire général du SINES. Le SINES, c'est bien le syndicat national des enseignants du supérieur. Alors, monsieur professeur Kenoucon, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille. Alors, c'est l'un des réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'entendre le son de cloche des syndicats du domaine, professeur Chrysal Kenoucon. D'abord, quelles sont donc bien sûr vos réactions suite donc à ces réformes qui sont en train d'être opérées dans le secteur actuellement? Je vous remercie. Je remercie DEN-TV pour son intérêt à la question. DEN-TV Diaspora FM. C'est Diaspora FM. Diaspora FM également. D'accord, pour l'intérêt que vous portez à ce sous-secteur. Ce n'est pas pour la première fois que je viens ici opiner sur des questions liées à la réforme. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites pour la nation. Parce que connaissant un peu notre pays depuis quelques années, ce n'est pas facile pour les journalistes de faire tout ce beau travail. Bon, merci beaucoup. Et par rapport à votre question, je préfère rester un peu collé au thème, puisque vous avez dit problématique des réformes des UNB, satisfecit ou objection. Ou objection des enseignants. Bon, je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais vous allez me permettre un peu de partir un peu de ce qu'on appelle problématique, réforme, et comment au niveau de notre sous-secteur cela est en train d'être fait. Et puis à la fin, je crois qu'on va laisser chaque auditeur voir si il y a satisfecit ou s'il y a... Bien sûr, ça revient à chaque auditeur ou téléspectateur donc de conclure lui-même. Tout à fait. Donc, je serai là pour porter simplement des informations, oui, pour éclairer la lanterne des uns des autres sur ce qui s'est passé. D'accord. Alors, voilà. Allons-y. Oui, donc problématique des réformes, bon, je voudrais partir de la notion de la problématique, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des questions que soulève un sujet, lesquelles questions qu'il faut débattre, qu'il faut analyser. Donc, si je vois bien, je comprends bien la problématique, c'est ça. Et effectivement, est-ce que la réforme au niveau des enseignants, de l'enseignement supérieur, soulève des questions? Et oui, elle soulève pas mal de questions. Et même des inquiétudes. Des questions et inquiétudes. Oui, des questions et même des inquiétudes. Quelles questions et inquiétudes? Voilà. Maintenant, par rapport à la réforme, partons de la notion de réforme. On appelle la réforme un changement
qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions, dans des comportements afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est ça ce qu'on peut appeler réforme. Changement dans les mœurs. Donc, toute réforme bouscule des habitudes. Dans les lois, dans les institutions, afin d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, on verra si le changement qu'on est en train de proposer, et si ça peut nous conduire... Ça règle les problèmes. Oui, voilà, si ça règle les problèmes. Si ça peut conduire à de meilleurs résultats. Donc, elle doit conduire nécessairement à une amélioration. Donc, on va voir si ce qu'on nous propose là va améliorer. Allons-y, oui. La réforme est donc le sacrifice qualitatif, librement satisfait par une génération présente. Donc, notre génération, pour l'amélioration de l'avenir des générations à venir. C'est ça la réforme. Et j'insiste, librement consenti. C'est-à-dire il faut bien des sacrifices qualitatifs, mais librement consentis. Mais ce que la réforme n'est pas, c'est le sacrifice imposé, je dirais, entre griffes, à coup de matraque. À coup de matraque. Par un petit groupe, soit-il détenteur des pouvoirs publics. À la grande majorité. Ça n'est pas une réforme. Parce que de cette manière... On est dans quel cadre, dans quel type de... ici, pour parler de réforme dans ce sous-secteur-là? Puisque vous avez donné la définition... Oui, ce qu'on appelle réforme, sacrifice qualitatif. Alors, mais ce que la réforme n'est pas, c'est le sacrifice imposé. Oui, mais par rapport à ce que je parle dans votre sous-secteur voilà. aujourd'hui, est-ce que c'est une réforme imposée, vous le dites, ou... Bon, j'ai voulu laisser les auditeurs à la fin eux-mêmes conclure, mais puisque vous me posez la question, pour nous, enseignants du supérieur, c'est des réformes imposées. Et pourquoi vous pensez que c'est des réformes imposées? Non, c'est des réformes imposées. Là, vous abordez là la question des conditions d'efficacité d'une réforme. C'est-à-dire, nous venons de dire qu'il faut des sacrifices librement consentis. Nous sommes d'accord? Améliorer les choses pour la génération future. Mais puisqu'il y a sacrifice là-dedans, justement, il y a des conditions que sous tous les cieux, il faut respecter avant toute réforme. Donc, la première condition, c'est la vision. Ce que les gens appellent plan stratégique ou objectif stratégique. Mais professeur, oui, vous êtes dans votre démarche vraiment scientifique. Oui. Mais allons droit au but pour que... Oui. Non, justement, ça va nous permettre après de mieux comprendre. Donc, l'étude stratégique, c'est quoi? C'est la vision qu'on a de nos universités. Nous sommes d'accord? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, on veut voir nos universités dans quelle posture, à l'échelon régional, à l'échelon international, etc. C'est ça la vision stratégique. Mais ça là doit faire appel à une étude qu'on appelle, tout le monde sait, ça s'appelle l'étude stratégique. Mais ce document-là, nous ne l'avons jamais vu. Donc, avant la réforme, il faut opérer une étude stratégique. Oui, une étude stratégique. Non, mais nous n'avons jamais vu un tel document. Mais ça a été fait. D'études stratégiques. Ça a été fait, semble-t-il. Mais lorsque nous, les acteurs, ceux à qui on est censé... améliorer les conditions. Oui, voilà. C'est-à-dire on est censé appliquer les réformes. Mais il faut au moins qu'on soit informé. Nous ne sommes même pas informés, encore moins participer à ces études-là. Or, aujourd'hui, ça c'est les b.a.-ba, tout le monde sait. On s'opère sans l'apport des enseignants, c'est cela? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu tout comme vous êtes dans votre studio ici, on veut opérer une réforme, mais il faut qu'on vous écoute.
il faut qu'on demande... Est-ce qu'il ne faut pas apporter un peu de nuance ou c'est peut-être sans l'apport des syndicats ou c'est pas... Non, attention. Est-ce que vous voulez dire que les anciens n'ont pas participé? Non, les anciens n'ont pas participé. Parce que nous sommes les représentants des syndicats. Et si on nous saisit, qu'est-ce que nous on fait? On fait recours à la base. Alors, qui sont ceux qui alors ont réfléchi sur la procédure et voilà. Pour les Mais avant ça, je vais vous parler de la deuxième condition. Il faut l'étude diagnostique. L'étude diagnostique, c'est ça qui identifie même l'existant. Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, l'étude diagnostique et autres, bon, depuis que les réformes ont commencé en 2016. Parce que dans votre introduction, vous avez dit les réformes, et puis on a fait un séminaire, 2 premiers degrés. Les réformes n'ont pas commencé maintenant. Les réformes ont commencé depuis 2016. Et ça vous tombe dessus, comme l'épée de Damoclès. Ça vous tombe dessus et ça vous écrase. C'est-à-dire, vous n'êtes pas informé, mais vous voyez un décret, on dit, bon, il faut supprimer telle chose, il faut aller dans tel sens. Mais sans évaluer l'existant, sans évaluer ce qui est, c'est-à-dire la pratique qui a eu cours jusque-là. C'est un peu comme un médecin qui fait un traitement sans poser le diagnostic. Alors, qu'est-ce que vous reprochez réellement, concrètement maintenant? Oui. À la procédure et ensuite... Non, à la procédure, non. Ce qui embête, on nous appelle des universitaires. Ce que je viens de vous décrire rapidement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Même nos enfants qui viennent de réussir pour le baccalauréat, s'ils doivent aller faire gestion des projets là, c'est la première des choses qu'on peut leur dire. Vous voulez faire quelque chose là, il faut d'abord une vision, l'étude stratégique, et puis il faut voir ce qui existe pour pouvoir réajuster. Et ça, c'est connu. Maintenant, ça devient étonnant, surprenant, que nous qui enseignons ça, nous, bardés de diplômes, puisque c'est ça qui nous confère des titres, maître de conférences, professeur titulaire, qu'on puisse nous confier un travail pour le développement de notre nation et que l'on soit incapable d'appliquer les b.a.-ba que nous enseignons à nos enfants, à nos étudiants. C'est ce que nous reprochons, c'est tout. Maintenant, revenons-en. J'ai dit depuis 2016, il y a eu une douzaine d'arrêtés, de décrets et arrêtés pour des réformes. Vous savez, on nous a supprimé les élections. Plus de démocratie universitaire. Mais on n'a pas évalué l'existant avant de prendre une décision pareille. Même au niveau des étudiants, parce que c'est de la communauté universitaire qu'il s'agit, mais les étudiants ont leur mode de fonctionnement. Mais on n'a pas évalué comment ils fonctionnaient avant de prendre un tout premier décret pour dire, bon, on va dans tel sens. Et ça ne peut que susciter de remous. C'est vrai, on va dire que c'est le chef de l'État et autres, mais j'ai coutume d'excuser un peu ceux qui sont à la tête de nos élites, parce que aucun chef d'État, quelle que soit son intelligence, ne peut tout faire. Vous avez parlé de 2 projets de décret. Ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui a rédigé, non. Mais s'il vous fait confiance et que vous rédigez, vous allez le convaincre. Ce sont les cadres. Voilà, ce sont nous les cadres, y compris moi-même. Donc c'est ce que nous dénonçons et c'est ce qui est surprenant. Comme l'a dit l'autre, le feu général, notre président Mathieu Kérékou. Les intellectuels africains dans leur pays travaillent à leur poste comme des colons. Ça continue maintenant, après 61 ans d'indépendance. Oui, ça continue. Après des colons. Ça, c'est le président Kérékou, Mathieu Kérékou, qui a dit ça. Et c'est vrai. Et il a continué. Le colon vient travailler pour amener nos richesses, mais que pour nous, les intellectuels, là, quand nous travaillons là, c'est notre poche.
Et tout ce que nous entreprenons en tant qu'intellectuels, lorsque vous prenez les documents, vous voyez transparaître un certain nombre de choses et on se dit, mais c'est encore quoi ça? C'est ça le problème. D'accord. Maintenant, comment les réformes, et avant d'en arriver au séminaire, nous on était là, puisque, je ne sais pas, en février ou en mars dernier, le président de la République qui s'est déchaîné contre les enseignants du supérieur, nous ne savons pas nous challenger, nous sommes des fainéants, c'est le mot utilisé, et il dit, j'en assume. Il a même ajouté ça. Mais il y avait des professeurs titulaires. C'est le grade suprême, ça. Un peu partout dans le monde entier. D'un coup, nous pouvions piper, moi. Et c'est ça. Donc, on nous a appelé, notre ministre, le 6 juillet dernier. C'est pour nous dire, bon, entre autres problèmes du ministère, il aura un séminaire sur les réformes. On a dit, ah bon, quand elle ne sait pas encore. On était au 6. Or, le séminaire, il y a eu le 10. Donc, vous avez été reçu. Oui, l'intersyndicale. Le 6. Oui. Et automatiquement, on a dit oui, puisqu'elle aurait souhaité que vraiment. Donc, l'objet de l'audience, c'était de. Entre autres. Donc, où sont les documents préparatoires? Parce que si on doit parler, on doit aller dans le même sens, dans la vision du chef de l'État. Mais il faut prendre connaissance des documents. Et si nous, on n'est pas d'accord sur quelque chose, au moins on peut venir vous voir à l'avance, on discute et on trouve un terrain d'entente avant que cela n'aille vers le chef de l'État. Elle dit vraiment documents, elle ne connaît pas. Mais c'est que, à partir... Je ne comprends pas. Elle nous a dit que le ministère n'a pas des documents. Le ministère de l'enseignement supérieur. Par rapport donc aux oui, je le dis pour qu'on sache comment on nous traite. Et pour que la base ne pense pas que nous sommes là et que nous sommes... On a du mal à comprendre ces propos. On a du mal à comprendre ces déclarations. Tout à fait. Et puis, finalement, on dit, bon, ce que moi j'ai pu faire au niveau de mon ministère, la page 27 du document de campagne du président Talon, il avait annoncé les réformes. Mais comme c'est un président proactif, bon, lui, il a mis des commissions sur pied pour dire, par rapport à ce qu'il a dit ici, commençons par réfléchir. Les propositions, voilà. Mais quand il a mis ces commissions-là, nous, on n'a pas été associés. Mais c'est le jour là qu'elle nous dit ça. Mais est-ce qu'on peut avoir les résultats de comment les commissions ont réfléchi pour que nous puissions apporter notre touche? Bon, on ne nous a pas pris. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les documents. Mais le lendemain, alors maintenant, c'est notre recteur qui nous invite, intersyndical, pour dire, je viens de discuter avec madame le ministre et autres. Ah, le séminaire, c'est pour le 10. On était au 7. Vous avez les documents à ce niveau également? Niet. Pas de documents. Mais qui sont ceux qui organisent? Bon, on ne sait pas, mais CNE doit être certainement là-dedans, des trucs comme ça. Mais on a appelé le président CNE. Ça, c'est le Conseil national de l'éducation. De l'éducation. On l'a appelé. Bon, il nous a fait l'honneur de nous écouter, mais il nous a apaisés. Bon, vous savez, les documents ne sont pas volumineux, et le jour là, on va vous distribuer ça, et puis bon. Or, au total, les documents font 65 pages. Bon, 65 pages. Vous n'avez pas été associé. Vous ne savez pas le contenu. Et le séminaire nous a dit que c'est de 8h à 16h. Mais finalement, ça a commencé 8h à 14h. Donc à 14h, on avait déjà terminé ce séminaire. Donc sans les documents, vous étiez quand même au séminaire. Oui, on était au séminaire. On était au séminaire. L'autorité nous a invités. Bon, il faut aller écouter. Et on nous a présenté les documents. 3 communicateurs nous ont présenté les documents. Une note conceptuelle qui a posé le diagnostic. Il y a une note de synthèse
rapidement, qui a dégagé les différents donc, si on problèmes. comprend bien, il y a quand même eu une commission qui a travaillé. Des commissions ont travaillé, sur sauf que c'est hautement confidentiel, pour ne pas dire hautement politisé. Mais c'est ce qu'on peut dire. Sinon, pour la réforme des UNBO... C'est une question de développement. Pourquoi pensez-vous qu'il y a de la politisation? Mais justement, mais sinon, comment justifie-t-on que l'on puisse avoir des documents pour faire des propositions avant d'aller au séminaire? Sur toute la ligne, du rectorat jusqu'au Conseil national de l'éducation. Ça veut dire que c'est hautement politisé, c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est ce que nous, on a fait chose là. Mais ce qu'il faut retenir, quand on a fini de présenter les documents, nous avons demandé à notre porte-parole de prendre la parole, puisque le président y était. Il a fait environ 2 heures de temps avec nous, lui-même en ce séminaire. On lui a dit de prendre la parole et de dire qu'en l'état, représentant des enseignants que nous sommes, on ne peut opiner parce que c'est des questions assez sensibles. On était une centaine. Hein. Vous voyez, document de 65 pages. Avant projet de statut, il y a même un projet qui fait 90 articles. L'autre fait près de 80. La note conceptuelle est là. Et on va vous exposer ça, vous allez amender. On parle de réforme universitaire. Vous-même, vous voyez un peu à quelle sauce on nous mange, comment on nous gère et comment on veut obtenir notre adhésion à sortir notre université de l'opprobre, si opprobre il y en a en tant que tel. Donc voilà. Le premier document a posé le diagnostic, note conceptuelle. Et je vais vous résumer rapidement ce que ça dit. La note conceptuelle a abordé la question des ressources humaines. Globalement, effectif pléthorique des étudiants. Ça, nous sommes d'accord. Oui, allons-y pour ça. Oui, effectif pléthorique des étudiants. Manque criard des enseignants. Enseignants peu qualifiés. Personnel administratif insuffisant et peu qualifié également. Ressources matérielles, les locaux, salles de cours, amphi, insuffisants. Matériel de travail, insuffisant. Ressources financières, elles sont insuffisantes, mais le peu est très mal géré. Donc, globalement, le fonctionnement dit ceci, c'est-à-dire pour le fonctionnement, on dit les universités fonctionnent sur un fond de toile politisé, sur un fond de toile de libertinage, à tous les niveaux, et tout ça l'a créé de l'inefficacité. Bon, c'est ce que ça dit. Maintenant, les causes. Le manque criard, si je prends par exemple le personnel enseignant, ce qu'on peut comprendre, on nous dit ceci, que c'est le système de recrutement qu'il faut remettre en cause. Or, ce n'est pas un système de recrutement qui peut créer le déficit d'enseignants. Mais on n'a pas voulu dire que l'État n'a pas été de très bonne volonté, bon, pas seulement sous le régime de la rupture, mais n'a pas été de très bonne volonté. Mais on n'a pas voulu nous dire ça. Mais on dit qu'il faut voir désormais comment il faut recruter. L'effectif pléthorique des étudiants, mais on a estimé que c'est parce que les universités reçoivent une pléthore d'étudiants à ce niveau et que la gestion est difficile. Mais on n'a pas voulu nous dire que l'État, depuis des dizaines d'années, a refusé de voir le problème en face et de créer des structures de relais. Si vous n'offrez que l'université aux bacheliers, ils ne peuvent qu'aller là. Maintenant, mais dans les documents, on ne voit vraiment pas
Ça dit comment ces solutions, ça dit ces problèmes ont été abordés. Donc, dans la globalité, le diagnostic, vous êtes d'accord avec le Nous diagnostic? avons dit dans la globalité. Maintenant, le système de démocratisation a été remis en cause parce qu'il semblerait que ça crée beaucoup plus de problèmes au niveau des équipes qui sont élues et ceux qui ont été ceux qui ont été leurs challengers. Donc, à cause de ces intrigues-là, on dit que ça freine le développement de l'université, ce qui est bizarre. Et en discutant avec une autorité, on a dit, mais écoutez, vous, on vous a connu meilleur directeur qu'on a élu plusieurs fois. Mais en ce temps, tout le monde savait les intrigues que vous aviez avec le régime. Est-ce que si c'était une nomination, vous pouviez avoir la chance de mettre votre compétence au service de l'université? Maintenant, il ne faut pas penser non plus que parce qu'il y a des intrigues entre la sommité de l'élite universitaire, que c'est ces intrigues-là, ça dit qu'il faut... Il faut bannir Non, que c'est ces intrigues-là maintenant qui empêchent le développement de l'université. C'est entre eux, ça. C'est entre professeurs titulaires et maîtres de conférence, ça. Mais en quoi ça peut empêcher ceux qui sont au milieu de la hiérarchie et ceux qui sont à la base de la hiérarchie de porter leur choix sur des responsables qui sont censés les élire, enfin, et les diriger demain. Donc, voilà des arguments comme ça qu'on a avancés. Entre autres, la mauvaise gestion financière. Bon, là aussi, nous avons dit, mais mauvaise gestion financière. Mais nous avons des thèses quand même de la République, non? La criette est là aujourd'hui. Et même avant ça, on pouvait sanctionner les cas de mauvaise gestion financière. Donc, voilà les causes qu'on nous a fait chose là. Il reste maintenant les solutions. D'accord. Alors, donc pour le diagnostic, vous êtes d'accord avec le diagnostic? Oui, le diagnostic, sauf que... Donc, l'identification des causes, pour l'expliquer? Oui, pour l'expliquer, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Du tout. Du tout. Et ce que nous reprochons aussi au diagnostic... Donc, la commission n'a pas été sincère à ce niveau, selon vous? Oui, nous le pensons. Et maintenant, c'est que l'autre chose, quand vous prenez ce diagnostic, ils n'ont pas poussé l'audace à situer les responsabilités. Si on doit pousser l'audace jusqu'à pousser les responsabilités de qui a été à la base de telle situation qu'on reproche ou de ceux qui ont été à la base, mais le président aura l'occasion de comprendre que c'est ceux-là qui l'entourent. Donc, si on prend par exemple l'insuffisance du personnel enseignant, oui. Donc, on aurait pu aller loin pour savoir... Non, là, c'est l'État. C'est l'État. Nous sommes d'accord, c'est l'État. Mais ce n'est pas le système de recrutement. Non. C'est Comme l'État. ça a été dit dans le diagnostic, là, voilà. C'est le système, pour la commission, c'est le système de recrutement. Oui, c'est le système de recrutement. Mais qu'est-ce qui pose le problème selon vous? Ce qui pose... Mais c'est la volonté de l'État. C'est la volonté de l'État. Nos universités ont toujours été abandonnées. Il n'est pas rare d'entendre ceux qui sont directeurs, doyens et autres là, dire mais la subvention que nous attendons ne tombe pas. Maintenant, vous voulez quoi de nous? Mais. Et puis, la multiplication et des offres de formation, et ça dit à coût élevé aujourd'hui, mais c'est pour faire c'est aussi entre autres raisons, pour faire fonctionner l'université, parce que l'État a démissionné. Mais justement, donc, ce n'est pas un débat de 4 heures de temps où il faut réunir les gens pour venir leur montrer des documents. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de compétences sur ce terrain de qualification? Oui, manque de qualification. Au niveau des dirigeants, vous voulez dire? Non, au niveau donc dans le système également, parce que le système ne produit pas beaucoup de cadres non plus. À l'université? Il y a beaucoup qui rentrent à l'université, mais peu sortent avec la thèse. Non. Eh bien, écoutez, l'université n'est pas là pour conduire chaque étudiant jusqu'à la thèse. Nous avons le DEG, je crois, depuis LMD, on parle de licence, on parle de master. Nous sommes d'accord et c'est ceux qui veulent qui peuvent aller en thèse. C'est ça. Donc,
Et c'est vrai, du point de vue pédagogique, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, mais nous constatons tout simplement que ce qu'on nous avance comme argument pour justifier les choses, que ce n'est pas là. Maintenant, les solutions. On nous dit désormais que l'université sera dirigée par 3 organes principaux. Les organes délibérants, les organes de gestion et les organes consultatifs. Évidemment, dans les organes délibérants, il faut le conseil d'administration. Et on dit que c'est le conseil d'administration qui va tout gérer. Ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça fait longtemps. Il y a même des projets de loi avant l'arrivée de ce régime-là devant l'Assemblée nationale que les députés n'ont jamais étudié avant que le président Talon arrive au pouvoir. D'accord. Bon. Alors, donc maintenant, la nouveauté, c'est quoi? On dit, cet organe-là va tout manager et va recruter désormais les dirigeants de nos universités, c'est-à-dire les équipes rectorales. Il n'aura plus d'élection, mais appel à candidature. Et dans cet appel à candidature-là, on prendra les 3 meilleurs. Parmi les 3 meilleurs, maintenant, on soumet ça au gouvernement par ordre alphabétique. C'est-à-dire, vous allez à un test, on ne vous dit pas, voici le meilleur, le second, 3e, mais on dit, le gouvernement par ordre alphabétique, bon, voici ceux-là que nous avons retenus, et c'est le gouvernement qui nomme. Désormais, les doyens et autres là aussi vont suivre la même procédure, et les directeurs d'école, les adjoints, la même procédure, avant d'être nommés. Même les chefs de département, désormais, seront nommés, mais là, ils ont dit que ce serait au niveau du recteur. Bon. Donc, l'autre chose, c'est que dans l'appel à candidature, et ce qui est un peu insultant, même si des professeurs que je respecte beaucoup estiment que c'est la norme internationale, c'est très très discutable, et je me demande même si quelque part ils n'ont pas fait économie de vérité. Vous ne pouvez jamais trouver un Belge aller diriger une université française. Ce serait une insulte pour eux. Vous n'allez jamais trouver un Américain venir diriger une université en Allemagne, ou en tout cas, ça ne va pas se passer. Les universités sont en concurrence quand même. Donc, nous on dit que ça peut être même de nationalité étrangère. Et vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Le président Talon en 2016 en France, quand il est allé voir le président français, qu'est-ce qu'il a dit? Le Bénin regorge de désert de compétences. Mais il est dans la même logique. Maintenant, tant pis pour ceux qui sont professeurs titulaires, maîtres conf, et qui se laissent vanner. Mais ce n'est pas le président qui l'impose, puisque c'est eux-mêmes qui élaborent. Alors, professeur, on aura peut-être une deuxième partie plus tard pour non, puis c'est la solution. Il reste beaucoup à vous dire. C'est la solution qui importe. On aura peut-être une deuxième partie de l'émission, carrément, parce que là, on ne pourra pas tout évoquer maintenant sur Matin d'Iden, donc 26 minutes qu'on a dépassé largement, professeur Kenouko. On va conclure pour aujourd'hui et le temps de revenir sur donc les autres points de réforme et les solutions apportées. Aussi, votre point de vue. Alors, pour conclure maintenant, pour cet entretien à ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire? Je reviens sur la définition de la réforme. Sacrifice consenti par la génération actuelle pour améliorer le sort de la génération future. On n'a pas dit un groupe consenti va consentir un sacrifice. Là où les gens doivent consentir un sacrifice, la participation dès le départ est une condition indispensable. C'est catégorique. Donc, si on pense que les syndicats, il ne faut pas les associer parce qu'ils font ci, ils font ça, mais
On induit le chef de l'État en erreur, je vais vous le dire rapidement, hein. Une minute. C'est fini. Quand nous avons pris la parole pour dire de nous laisser un temps, afin que nous puissions consulter notre base pour faire parvenir nos observations par écrit, quand le président a pris la parole, il a trouvé que c'est vrai, que c'est un peu légitime de notre frustration, mais de ne pas oublier que pour réformer une entreprise, que c'est l'employeur, qu'il est comme l'employeur. De ne pas oublier que lui, il est un élu de la nation et qu'il a des exigences de calendrier. Oui, mais tout ça, c'est vrai. C'est la réalité. C'est la vérité. Non, c'est pour dire quoi? Dans une réforme, ce n'est pas ça. Même en entreprise aujourd'hui, mais pourquoi on dit qu'il faut faire gestion des ressources humaines? Pourquoi on parle de management? D'accord, merci. Et merci. pourtant, l'employeur est là, non? Merci, professeur. On a compris. On a compris votre position. Je crois que nous allons revenir pour les solutions. On va consacrer une deuxième partie, puisqu'on n'a pas beaucoup donc, de temps sur Matin d'Éden, pour donc en parler. Les réformes donc, dans votre sous-secteur, vous avez donc... parler de la procédure qui, selon vous, n'a pas suivi les normes nécessaires pour pouvoir donc associer tous les acteurs. Donc, les syndicats, vous l'avez dit, les enseignants en général n'ont pas du tout été associés. Ce que vous avez surtout dénoncé pour vous, oui, vous êtes d'accord avec donc, le diagnostic qui est fait, mais les solutions apportées, l'identification des causes, bien sûr, souffrent un peu de franchise selon vous. Nous aurons le temps de revenir un peu sur les solutions et parler maintenant de vos propositions en tant qu'intersyndicale. Merci à toutes et à tous. C'était donc la première partie donc, du débat consacré aux réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons et bien sûr à d'autres occasions. Merci à vous.